trop sous la bouche. Bien, comme vous l'a dit Patrick, Jean Pesquet est une gloire un peu méconnue de la médecine française. Et c'est ça qui m'a intéressé chez lui. Je vous expliquerai la genèse de mon travail. Mais en introduction, je crois nécessaire de citer Flavius Joseph, l'historien de Judée du 1er siècle de notre ère, qui a écrit énormément l'histoire de son peuple et qui disait « Le devoir de l'historien est de réprimer sa douleur ». La question étant que quand on s'intéresse à un sujet, l'immense danger est d'en tomber amoureux, ce qui brouille la vue et ne permet pas des analyses saines. Je vous rappelle que l'autre danger, c'est l'anachronisme. Bon, il y a les anachronismes grossiers, de dire qu'il y avait de l'électricité au XVIIe siècle, bien sûr, mais il y a les anachronismes beaucoup plus subtils sur les mentalités et la manière de raisonner. Alors, j'ai essayé d'éviter ces deux écueils dans la présentation que je vais vous faire, mais on n'est jamais sûr de naviguer bien droit. Alors, je vais vous faire une petite injure de vous rappeler ce qu'est le Schiller. Parce que ce n'est pas la chose la plus étudiée en médecine, ou du moins en médecine interne, discipline que j'ai exercée. Alors, au XVIIe siècle, Furetière, le grand lexicographe du XVIIe siècle français, qui écrivait après la tempête, puisqu'il écrivait en 1689, a ainsi défini le Schiller. Et c'est ça que voyaient les gens de l'époque. Et d'ailleurs, vous allez voir, ça n'a pas beaucoup changé. Un suc blanc qui se fait des viandes digérées. Les viandes, ce sont tous les aliments. Les aliments se tournent en chyle dans le ventricule, c'est-à-dire dans l'estomac. Les veines du mésentère préparent le chyle, et c'est là le mot essentiel, pour en faire du sang. Donc, dans la mentalité du XVIIe siècle, le chyle était le père du sang. Le mot vient du grec kulos, qui est la sève ou le suc alimentaire des plantes. C'était une notion qu'on trouvait dans les anciens médecins, dans Hippocrate, dans Galien. Mais c'était plus une notion qu'un liquide visible. On y reviendra parce que la question est très surprenante. Donc, pour les naturalistes de l'Antiquité, je pense aux deux principaux qui ont été Aristote et derrière lui Galien, le chyle était une notion plus qu'un liquide. Il est distinct du chyme avec un M, chumos en grec, qui est plus généralement le suc, l'humeur. Et dans la physiologie digestive, le chyme est souvent confondu avec le chyle, même aujourd'hui. Il l'était déjà, il l'est toujours. Le chyme au sens propre, ce sont les aliments en cours de digestion dans le tube digestif. Ça commence dans l'estomac et ça se termine dans le côlon. Alors, pour revenir au chyle, sa grande particularité, c'est d'être un liquide blanc, laiteux, crémeux, et il a très souvent été confondu avec le lait. Il est véhiculé par des vaisseaux spéciaux qui sont, on le verra, des lymphatiques spécialisés, des vaisseaux lymphatiques spécialisés, qu'on appelle veines lactées, qu'on appelait veines lactées, et aujourd'hui lactifères. Mais les deux termes étaient employés à l'époque. Et ils sont distincts des galactophores, c'est-à-dire des canaux qui conduisent le lait fabriqué dans la mamelle jusqu'au mamelon et au téton.
Alors, je vais commencer par la fin de l'histoire, pour ne pas vous perdre dans des erreurs qu'on va croiser en quantité dans la suite de l'exposé. La fin de l'histoire, nous la devons à l'immense Claude Bernard. Donc, vous avez là le portrait. Dans ses leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine, cours du semestre d'hiver 1854-1855. C'est lui le premier au monde à avoir compris cette affaire du Chyle. Alors vous avez sur la droite la représentation du système digestif d'un oiseau, dessin de Claude Bernard, où on voit bien sûr les intestins, l'estomac, le foie sur la gauche, l'ésophage, et on va le voir plus en détail sur la photo suivante, les voies du chyle blanc et les voies du sang, ou du chyle incolore, pour employer un terme non académique. Donc Claude Bernard a dit « Les aliments donnent naissance à deux sortes de chyle. Le premier chyle incolore passe dans les veines sanguines mésentériques, gagne la veine porte, va dans le foie, où il est transformé. C'est le chyle des glucides et des protides. Bon, ce n'est pas exactement les termes qu'employait Claude Bernard, il disait les sucres et les albuminoïdes, mais c'est la même chose. Donc, glucides, protéines vont dans le chyle incolore, hydrosoluble, invisible. Vous allez voir, c'est ça qui est la cause de tous les maux. Alors que le chyle blanc, dont je vous ai parlé précédemment, le chyle laiteux, passe dans les fameux lactifères mésentériques, qui sont parallèles aux veines mésentériques sanguines, qu'on appelle aussi veines mésaraïques. Ils vont dans un réservoir qui a immortalisé à tort le nom de Péquet, c'est ce qu'on appelle la citerne ou le réservoir de Péquet, mais ce n'est pas lui qui l'a trouvé, vous allez voir. Que là, il emprunte la voie qu'a découverte Péquet, qui est le canal thoracique, qu'on devrait appeler le canal de Péquet, ou péquétien, pour parler comme Jean Rioland. Et vous verrez tout ça. Et de là, il va, très curieusement, dans la veine subclavière gauche en général, mais parfois il se divise pour aller dans chacune des deux subclavières, gagne la veine cave supérieure, l'oreillette droite, le ventricule droit, et là, il part dans la circulation en passant d'abord par les poumons, puis ventricule gauche, etc. Et lui contient les lipides. Donc Claude Bernard, son coup de génie, il en a eu d'autres, hein, mais dans l'affaire du métabolisme de l'alimentation, son coup de génie a été de distinguer les deux chyles en qualité et en quantité. Alors voilà une représentation des voies du chyle chez l'homme. C'est assez difficile à trouver. Pourquoi? Parce que tous les chylifères sont vides chez le cadavre. On ne les voit que, vous allez voir que c'est une source de difficulté énorme, on ne les voit qu'après les repas, là où ils sont pleins de lait. Mais enfin, il y a ce dessin qui est emprunté à un magnifique livre d'anatomie, qui est le livre de Bourgerie, 1866 et 1867, qui est aussi signé par Claude Bernard. Et là, on peut voir assez nettement le canal thoracique là, qui part de la gauche de l'image dans la subclavière. Je décris les choses à l'envers. Il descend le long du rachis et au niveau des lombes, quand il a passé le diaphragme, ça donne un embrouillamini inextricable
de ce qu'on appelle aujourd'hui des lymphoneux, ce qu'on appelait nous, quand on était petits, des ganglions lymphatiques. Et c'est là que se confondent les voies du chyle et les voies de la lymphe, puisque ce sont les mêmes voies que ces deux liquides empruntent. Et on peut dire, pour faire simple, que le chyle n'est qu'une lymphe spécialisée dans le transport des graisses alimentaires. Il y a d'immenses variations anatomiques des voies du chyle entre les animaux et au sein d'une même espèce entre les individus. Ici, c'est un cas parmi beaucoup d'autres, et je pense que les chirurgiens et les anatomistes ne me contrediront pas quand ils diront que les voies du chyle ne sont pas impénétrables, mais sont quand même difficiles à schématiser. Un mot capital maintenant, la sanguification, qui était le mot de l'époque pour dire la fabrication du sang. Je vous ai dit que le sang était l'enfant du chyle. Ça reste vrai. Mais au XVIIe siècle, dont nous parlons, on ignorait que le sang avait deux composantes, le plasma et les cellules, 45% de cellules, 55% de plasma, riche en albumine, ça c'est moderne, et on ignorait les échanges gazeux qui ont lieu et dans les poumons et à la périphérie, puisqu'on ignorait les globules rouges. Donc on savait que les gens respiraient, mais on ne sait pas comment ça marchait au-dessous de ça. Et ils appelaient sanguification hématose. Il y a des faux amis partout dans cette histoire. Donc ce que nous appelons l'hématose, des échanges gazeux sanguins, était à l'époque la sanguification que nous appelons aujourd'hui hématopoïèse. Donc je vais essentiellement employer le mot sanguification, mais il m'arrivera parfois de déraper et de vous parler d'hématose ou d'hématopoïèse, mais tout ça c'est la même chose. Le foie, on le sait aujourd'hui, mais beaucoup de gens le pensaient déjà, produit l'essentiel du sang, ou du moins de sa partie liquide. Il ne produit pas l'eau, mais il produit les protéines, l'essentiel des protéines du plasma. Et le plasma, ce n'est pas que de l'eau, hein, c'est beaucoup, beaucoup de protéines. Donc, ce n'est pas complètement absurde de dire que le foie est le site de la sanguification. Quand on se met au XVIIe siècle, la moelle osseuse, ils savaient qu'il y en avait, mais ils ne savaient pas du tout à quoi ça servait. Ça a été découvert beaucoup, beaucoup plus tard. Alors ça, c'était le dogme de Galien. Je vous rappelle, IIIe siècle de notre ère. Le sang est formé par le foie à partir du suc alimentaire véhiculé par le sang porte. Donc tout le monde admettait ça avant Pékin. Aristote, lui, bien avant, IVe siècle avant Jésus-Christ, disait non, 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 enfin, il ne pouvait pas dire non à Galien, mais pour lui, contrairement à Platon, le sang était fabriqué par le cœur. Puisque les vaisseaux partent du cœur, le cœur produit le sang. C'est comme ça que raisonnait Aristote. Ah, je ne vous dis pas, mais du Galien de l'Aristote, je m'en suis avalé comme jamais pendant ce travail. Ils avaient, c'est ça qu'il faut retenir, ils avaient une puissance sur la pensée médicale inimaginable. Et Hippocrate, bien sûr. Mais Hippocrate n'a pas trop parlé du chyle, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Il en a dit quelques mots, mais pas plus. Galien en a beaucoup parlé, Aristote en a beaucoup parlé. Un peu parlé, quand même. Galien, beaucoup. Non. Morale de cette diapositive, la tempête du chyle, dont je vais vous parler, est aussi celle de la sanguification, la fabrication du liquide vital. Alors pourquoi j'ai fait ça?
C'est intéressant de savoir pourquoi j'ai passé un an, ça m'a pris un an, à travailler cette question et comment je m'y suis pris. Ma curiosité a été éveillée par mon travail sur Guy Patin, qui a été achevé, il a été publié en 2015 et je pense qu'il est même pas achevé encore, il change encore. Mais bon, c'est plus ma préoccupation première. Ça m'avait pris, ça m'a pris 25 ans. Quoi. Non, 15 ans, pardon, 20 ans, 20 ans. En vieillissant, on perd un peu les repères dans le temps. Donc ma question, Patin, quand j'ai eu fini Patin, j'ai dit, il y a un génie immense dans le XVIIe siècle français, c'est Péquet. Et personne n'en parle. En dehors des étudiants, je ne sais même pas s'ils apprennent encore ça, qui connaissent Péquet par sa citerne. Il n'y a pas d'hôpital Jean Péquet en France. J'en étais au point de dire il faut débaptiser Pompidou, puisque Pompidou, c'était jamais qu'un malade, pour mettre hôpital Jean Péquet, hôpital européen, parce qu'il a eu un retentissement européen, hôpital européen Jean Péquet. Mais je ne le ferai plus aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi. Ce serait un combat malvenu, à mon avis. Donc, Péquet est-il un génie méconnu? Est-il, entre guillemets, le Harvey français? Bon, Harvey, je ne vous fais pas de présentation, mais vous allez le retrouver. Il s'est un peu mêlé de chill quand même. Le dessin que j'avais était de bien comprendre pourquoi on s'est tant disputé pendant 4 ans sur cette question. À coup d'ouvrages anatomiques qui sont plus des libelles. Hein, on était en pleine fronde et la mode, c'était d'écrire avec injure. Et ça, on s'en régale. Je voulais savoir quels étaient les arguments. Pourquoi ils se chamaillaient comme des chiffonniers? La méthode, méthode radicale. J'ai sélectionné les 10 ouvrages parus principaux. Je n'ai pas tout pris quand même. Il y a des trucs d'intérêt très secondaire parus sur le sujet dans ces 4 ans. 10 livres. Tous sont rédigés dans un latin, souvent, très souvent, épouvantable. Ce n'est pas de l'Érasme, ce n'est pas du Cicéron, c'est une espèce de sabire écrit par des gens, et là-dedans, vous allez voir, il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Français qui n'avaient pas fait nécessairement des très grandes études en latin, des Hollandais, des Danois, et tout ça parlait une espèce de... C'est du sabire. Et j'ai failli tout lâcher. Quand j'ai attaqué la traduction de Péquet, je me suis dit, tu n'y arriveras jamais. Dès l'introduction, dès l'épître dédicatoire, comme on dit. C'est pas possible d'écrire des trucs aussi inintelligibles. Et là, ça m'a amusé parce que tous les gens vous parlent, les savants vous parlent de Péquet, machin, à d'ici, à d'il-là. Et j'aimerais bien savoir lequel de ces gens-là l'a jamais lu. Hein? Et d'ailleurs, ses contemporains disaient que son latin était épouvantable, ce qui m'a rassuré. Tu n'es pas quand même, t'as pas trop mauvais goût, tu t'en es rendu compte. Mais Riolan, s'est beaucoup moqué de lui. Bartholin s'est moqué de lui en disant on ne comprend pas ce que vous écrivez. Et lui-même en était assez navré. Parce que son grand ouvrage a été traduit en anglais par un pauvre gars qui n'en pouvait aimer et qui a donné un truc inintelligible. Je vous déconseille vivement d'aller lire la traduction anglaise de Péquet qui est apparue en 1652, l'année après. Et le Péquet s'est battu, c'est ce que dit Guy Patin dans ses lettres, il s'est battu pour qu'on traduise son livre en français. Mais étant donné l'ambiance parisienne et les vétos parisiens de la faculté, ça n'a jamais été fait. Ça aurait pourtant été bien utile. Mais enfin, je l'ai fait. Vous allez voir, maintenant c'est disponible, ou ça va l'être dans très peu de temps. Donc, il fallait les traduire, les indexer, les commenter, parce que sans notes, c'est difficile à avaler. Et ça fait 700 pages.
Il m'en reste, à l'heure qu'il est, il m'en reste 10 à traduire. Oui, j'arrive avec un ouvrage presque achevé. Alors, je ne voudrais pas quitter cette diapositive sans exprimer ma très profonde gratitude envers deux personnes, qui sont Frédéric Capron, ma chère épouse, qui m'a beaucoup aidé, en écoutant mes jérémiades, et en discutant scientifiquement, puisqu'elle est anatomopathologiste, donc très précieuse, en discutant scientifiquement de l'interprétation que je donnais à ce que je traduisais. Donc, ce péqué que je vous raconte, c'est un peu aussi son travail. Et puis Jean-François Vincent, qui dirige le département d'histoire de la santé à la bibliothèque interuniversitaire, qui m'a beaucoup encouragé dans ce projet. Il m'a même fouetté, on va dire, en disant ça va pas assez vite, il faut là un an de boulot, il voulait que ce soit plié en 9 mois, puisque c'est la bibliothèque interuniversitaire qui, sur son site internet, va publier mon travail. En papier, je pense que ce serait monstrueux et que personne n'irait acheter ça, donc au moins utilisons les moyens modernes. Ça a réussi avec Patin, j'espère que ça réussira avec Péquet. Donc merci à Frédéric, ma chère épouse, et merci à Jean-François Vincent pour leur aide de tous les jours. Alors, le Chili, c'est assez sidérant, mais ça commence en médecine en 1627 par la publication posthume du livre d'un anatomiste italien, Caspare Aselli, qui est mort en 1625. Et il n'a jamais osé publier son livre de son vivant, tant il pensait que son livre était hérétique. Déjà. Donc ce sont ses élèves qui ont publié le livre De lactibus lacteis venis, etc., c'est-à-dire sur les lactifères et les veines lactées. Et il annonçait la couleur, la quatrième sorte de vaisseau du mésentère, les trois autres étant bien sûr les artères, les veines et les nerfs. Donc là, il introduisait de nouveaux vaisseaux dans le mésentère. Il les avait observés pour la première fois en 1622 chez le chien. Un chien qui avait mangé, il avait ouvert et il a vu ce que vous voyez sur le dessin de droite, qui étonnamment est un dessin en couleur, ce qui est quand même assez rare dans les éditions du XVIIe siècle. Donc, sur ce dessin, on voit les veines en bleu, enfin en foncé, en gris foncé, les artères en rouge et les lactifères en blanc. Et vous voyez qu'il est fait converger vers une structure qui est au centre du mésentère, marquée L, à qui il a donné le nom de pancréas. Ça ne pouvait pas être le pancréas, mais lui a dit c'est le pancréas. Et plus tard, les gens qui se sont servis de ces travaux ont dit le pancréas d'Aselli n'était pas le vrai pancréas qui est derrière. C'est la glande du chyle mésentérique, qui a été ensuite décrite comme le réservoir du chyle. Mais la chose intéressante, c'est que si on voit ce qui part au-dessus, vers la droite, les vaisseaux blancs qui montent, ce sont des chylifères qui sont censés gagner le foie directement pour permettre la fabrication du sang à partir du lait, enfin du chyle laiteux. Alors, il y avait souvent des petites vignettes poétiques en dessous des portraits. Celle-ci disait « Voici le visage de Casparé. Comment est sa main droite? Celle de Galien est plus vénérée, mais n'a pas été plus sûre. » Donc lui, attaquait Galien de front, ce qui quand même était audacieux et profondément hérétique, parce que Galien régnait sur la médecine.
Donc ça, c'est le début de l'histoire. C'est assez incroyable qu'il ait fallu attendre 1627 les lactifères du mésentène. Les gens raisonnables disaient, mais enfin quand même, les bouchers savaient. Quand on éventre un animal, pourvu qu'il ait mangé 4 heures, 5 heures avant, on voit du chyle partout dans son maison. Parlons des aruspices, les gens qui... Pardon, vous pouvez éteindre votre micro. Je t'ai dit, s'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas qui c'est, il a l'air de tout. Il finira. Donc, il y avait les aruspices qui ouvraient les victimes sacrificielles. C'était des beaux animaux, des chèvres, des bœufs, tout ce qu'on veut, qu'on nourrissait grassement avant de les offrir en sacrifice aux dieux. Ils voyaient du chyle et ils en tiraient d'ailleurs, je pense, des déductions. S'il y avait beaucoup de chyle, c'était ci, s'il n'y avait pas beaucoup de chyle, c'était la défaite ou la victoire, j'en sais rien. Mais sans avoir à ouvrir des hommes, en ouvrant simplement des animaux, on voit le chyle. J'ai tué beaucoup de rats dans ma vie, j'ai vu le chyle. Enfin, quand on ne mettait pas l'animal à jeun, on voyait le chyle. Donc c'est un peu un mystère qu'il ait fallu attendre si longtemps. Alors voilà les livres, je vous les mets simplement pour mémoire, j'en citerai quelques-uns, mais vous voyez, ils ont commencé en 51 à Paris, terminé à Paris en 55, et les grands noms sont Péquet, Bartholin, Hafnia, c'est le nom latin de Copenhague. Encore Bartholin, Péquet, il y a eu 2 éditions du livre de Péquet, celle de 51, et celle de la réédition de 54, qui est plus longue, et où il a apporté quelques modifications pour répondre aux critiques de Bartholin et de Riolan. Et puis ensuite, Harvey n'a pas publié. Il a écrit 3 lettres. Et ces 3 lettres n'ont été publiées, vous le voyez, qu'en 1766 dans ses Opéra Omnia, mais elles circulaient. Les gens se les passaient, faisaient des copies. Donc le point de vue d'Harvey était connu de ses contemporains. Après, vous avez encore Bartholin, Lenoble et Riolan, je vous expliquerai. Et puis Hainaut, je vous expliquerai aussi brièvement. Donc tout ça, ça fait 700 pages. Dans un latin très inégal. Les bons latinistes là-dedans, il n'y en a qu'un, c'est Riolan. Riolan est très facile à comprendre, sauf quand il est embarrassé, quand il sait qu'il va dire des choses contestables, là, il s'embrouille. Mais sinon, il est très clair. Mais les autres, c'est la catastrophe continue dans des styles variés. Hein, ça vous oblige à revoir votre syntaxe. Jean Péquet. Alors, ça aurait dû être le sujet principal de ma conférence, ça ne va pas l'être parce que je vais surtout passer mon temps à le démystifier. Il est né à Dieppe en 1622 et il y est mort en 1674. 1622, ça veut dire qu'en 1651, quand il a publié son livre, il avait 29 ans. Nous n'avons pas de portrait de Péquet. Peut-être est-ce le fait du demi-bannissement qu'il a subi après la publication de ses livres. Mais il était membre de l'Académie des sciences. Et vous voyez sur la gauche un très beau tableau de Louis XIV recevant la nouvelle Académie des sciences en 1667. Et Péquet était membre fondateur. Donc il est quelque part là-dedans. Et puis il y a un petit livre là, qui est, c'est pas d'excellente qualité, mais enfin, ce petit livre explique qui étaient les génies médicaux du XVIIe siècle, et il a été écrit au XVIIe siècle, c'est donc une certaine valeur. Et vous avez 2 portraits en frontispice. À gauche, vous avez Péquet, et à droite, vous avez Harvey. Et partant de là, j'ai essayé de voir qui pouvait être Péquet sur le grand tableau de l'Académie.
Et j'ai opté pour ce bonhomme-là que j'ai encadré en jaune sur le tableau et que j'ai agrandi en dessous, en le comparant à la même chose venue de la gravure. Donc, je vous montre ça sous absolue réserve. Péquet a fait ses études à Paris, a fait ses découvertes à Paris, mais a été docteur de Montpellier. Chassé de Paris, il est parti à Montpellier, où on l'a reçu, docteur en médecine, en 6 mois, comme on faisait d'habitude à Montpellier. Et les Montpelliérains ont tiré gloire de Péquet. Il existe à la faculté de Montpellier un tableau de Péquet, mais je pense qu'il a été purement imaginé. Il faut savoir que quand Péquet est arrivé à Montpellier, à la fin de 1651, les gens lui ont dit Monsieur Péquet, il s'inscrit comme bachelier pour faire son bac de médecine, donc le premier grade. Il paraît que vous avez fait des grandes découvertes, on a lu votre livre, est-ce que vous pouvez nous montrer? Alors, il est allé à l'amphithéâtre de Montpellier, il a éventré 2 chiens, et il a dit voilà, je vous démontre que ça monte dans le cœur. Mais ça a été un chahut terrible. Ils l'ont fait sortir de l'amphithéâtre en lui disant vous délirez complètement, monsieur. Le sang est fabriqué par le foie, pas par le cœur. Donc, ils ont un peu de mal à en faire une gloire, mais ils en font une gloire. David Péquet, je m'y suis bien intéressé, mais je ne vais pas vous en raconter beaucoup. Il a eu des points essentiels. Il a eu une très solide formation scientifique et médicale. Ce n'était pas un perdreau de l'année qui, d'un seul coup, a révolutionné la médecine. Ses maîtres ont été Marin Mersenne, qui a fondé les sciences au XVIIe siècle en France. Hein, c'est lui qui a créé l'Académie, mais il est mort trop tôt pour en être. C'était un moine. Blaise Pascal, qu'on ne présente plus. Gilles Personne de Roberval, qui n'a pas inventé la balance. Et un dénommé Adrien Auzout, qui était un des grands physiciens, il n'était pas médecin, physicien du XVIIe siècle. Donc tous ces gens-là ont formé Péquet et ont travaillé avec lui. Il a étudié à Paris essentiellement pendant au moins 4 ans, où il a fait ses dissections. Et sa grande erreur, c'est qu'il a été très fier de sa découverte, il a publié le livre sans en parler aux pontes de l'époque, notamment à Riolan, qui était le maître incontesté de l'anatomie à Paris. Il a publié ça derrière son dos, sans lui demander son avis. Et il a payé très cher, puisqu'il a fallu qu'il aille planter ses choux ailleurs, à Montpellier. Et en plus, il s'est fait étriller, comme vous allez voir. Et puis quand même, une fois la tempête apaisée, il a été un des membres fondateurs de l'Académie des sciences. Tout le monde n'avait pas oublié ses mérites. Alors c'est un roman, sa vie. Un homme tourmenté, malheureux, il se disait lui-même très timide. Et il était réfugié chez les Fouquet. Vous voyez, il savait bien choisir ses maîtres. D'abord chez François Fouquet, qui était l'évêque d'Agde et le petit frère du beaucoup plus célèbre Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, qui a terminé ses jours à Pignerol, dans une forteresse, pour prévarication. Donc Péquet l'a accompagné en prison. Il s'est fait emprisonner avec Fouquet de 1661 à 1664. Et Madame de Sévigné raconte les adieux déchirants de Péquet à Fouquet quand on a emmené Fouquet en Italie pour qu'il finisse ses jours à la forteresse de Pignerol. C'est très romanesque, mais enfin c'est vrai. Après 1655, il n'a plus été question de Chine dans ses travaux. Il a exercé la médecine, il a travaillé sur l'optique, sur la vision et sur l'anatomie comparée, mais sans grand intérêt pour le Chili et les voies du Chili. Et il est mort dans l'oubli, et dit-on dans l'eau de vie. On dit qu'il avait pour tout remède souverain l'eau de vie.
Hein. D'ailleurs, quand on lit son bouquin, on voit qu'il pensait que l'eau de vie passait dans le chyle et allait tout de suite dans l'ensemble du corps pour exercer des effets bénéfiques. Alors, il paraît qu'il en aurait abusé et qu'il en serait mort assez jeune. Si vous voulez savoir tout sur Péquet, vous lisez le livre de Jean-Pierre Dadoun, Jean Péquet, médecin et anatomiste du grand siècle, un homme de son temps, qui est apparu chez Harmattan en 2019. C'est très complet, sauf sur le côté scientifique, puisque, comme beaucoup de gens, il n'a pas su lire Péquet et tout ce qui va avec. Lire Péquet, c'est ça, c'est ce livre qui s'appelle Experimenta Nova Anatomica, expérience anatomique nouvelle, où il explique son affaire. Et il dit, bon, bien sûr, j'ai essayé de comprendre comment il a trouvé ce truc-là. Il dit, ben, c'est très simple, c'est un présent de la bonne fortune jouant avec un ignorant. Ce sont ses mots. Et quand on lit bien ce qu'il raconte, je pense qu'il voulait travailler sur la circulation harvéenne. Il était harvéen convaincu. Mais Harvey n'avait pas expliqué les forces motrices en dehors du ventricule gauche, pour faire notamment remonter le sang depuis le gros orteil jusqu'à la veine cave, jusqu'à l'oreillette droite. Et ça le passionnait. Donc il s'est lancé là-dedans à l'aide de physiciens dont je vous ai donné les noms tout à l'heure, et une grande partie du livre, c'est ça. C'est comment le sang se déplace. Qu'est-ce qu'il attire, qu'est-ce qu'il repousse. Et au cours de ses travaux, il a voulu bien voir les choses en retirant le cœur d'un chien qu'il était en train de vivisecter. Et c'est là qu'il a trouvé le poteau rose, en ôtant le cœur. Mais ce n'est pas ce qu'il cherchait, bien sûr. Donc vous avez ces deux dessins les plus célèbres, que je ne vais pas détailler tout de suite. Pour un mot sur la vivisection, maudite aujourd'hui. Bien qu'on ait l'anesthésie, hein. Moi j'ai fait beaucoup de vivisections sur des animaux anesthésiés, c'est nettement moins cruel que ce qu'il faisait. Vous n'avez qu'à regarder cet animal, la position dans laquelle il est, les garrots, les liens, le bâillon, ça devait être une absolue horreur, une boucherie, pour en arriver à cette belle présentation anatomique. Mais ça a été le pilier incontournable des découvertes d'Asselli, on en a parlé, de William Harvey, il n'aurait jamais raconté la circulation s'il n'avait pas fait des vivisections, Jean Péquet, Thomas Bartholak et Claude Bernard, hein, qui a eu des ennuis avec sa femme à cause de ça. Mais on fait encore la vivisection, même si c'est très encadré. À l'époque, c'était d'une difficulté, d'une cruauté terrible, puisque l'animal n'était absolument pas anesthésié. On lui donnait même pas d'opium ni d'alcool, hein. On le prenait comme ça dans sa cage et vas-y. Les anatomistes préféraient de loin le calme de la dissection des cadavres humains, quand ils en disposaient. Et Paris était la capitale d'Europe où on avait le plus de cadavres. Parce que tous les gens qu'on exécutait passaient à l'anatomie, alors qu'ailleurs, on exécutait moins, je pense. Et surtout, on ne donnait pas aux anatomistes les corps des suppliciés. C'était la seule manière d'anatomiser en dehors des facultés. Et il y avait des gens qui s'amusaient à disséquer des chiens. Hein. Vous avez Gassendi, notamment, le philosophe, qui est disséqué avec son ami Péresque, avec Aix-en-Provence. Ça se faisait, des vivisections privées. Et surtout, d'étudier le chyle. Sans vivisection, pas de chyle. On ne le voit que chez l'individu, l'animal, qui vient de manger, qui a mangé 4 à 5 heures avant.
Alors, la conclusion de Péquet, en 1651, était révolutionnaire et un véritable crachat au visage de la médecine académique. Il disait, les lactifères d'Asselli ne gagnent pas le foie. Il n'y en a pas un qui va au foie. Mais vont au réservoir du Chil, que depuis on dit réservoir ou citerne de Péquet, mais qui a été découvert avant lui et qui lui a été montré par Jacques Montel, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, un docteur de Paris. Puis ensuite, et c'est là qu'est la révolution, il monte au cœur en passant par le canal thoracique qui lui est réellement péquétien. C'est la découverte de Péquet. Et après, Péquet dérape, gravement. Il dit la sanctification est entièrement assurée par le cœur. Aristote avait raison contre Galien. Le foie ne sert qu'à purger la bile. Cet énorme organe, le plus gros viscère du corps humain, ne sert qu'à fabriquer la bile. Imaginez la stupeur. Même dans son sabir de latin inintelligible, on comprend ça, même en lisant vite. Puisqu'il y insiste, il le répète. Est venu derrière Thomas Bartholin, Copenhague, professeur royal d'anatomie, qui a été sidéré en lisant Péquet, a immédiatement reproduit ses expériences, a constaté que c'était vrai, et a dit, je vais le montrer chez l'homme. Il était professeur royal, il s'entendait bien avec le roi du Danemark, Christian IV, et il a eu l'autorisation de faire l'expérience probante. Deux hommes sont condamnés à mort, à être pendus. Un pour infanticide, l'autre pour vol aggravé, comme on dit aujourd'hui. Ça devait être un voleur de grand chef. Et Péquet et Bartholin obtient l'autorisation qu'il soit nourri 4 heures avant le supplice, la pendaison, grassement nourri, des types pour manger, hein, ils avaient de l'estomac, si on peut dire. Et qu'on les amène à l'amphithéâtre de Bartholin dans la demi-heure suivant la pendaison. Donc, tout est arrangé comme ça, et ça se passe bien dans un des cadavres, pas dans l'autre. Il voit les voies du Chil. Et il les dessine conformes à ce qu'a décrit Péquet chez le chien. Donc là, vraiment, il n'y a plus de raison de douter. Dans la foulée, l'année d'après, le Bartholin dit quand même, et c'est bizarre, il y a des espèces de vaisseaux qui montent le long de la veine porte, mais qui ne sont pas des chylifères. Ça semble aller dans le foie, mais ce n'est pas le chyle qui passe par là. Et coup de génie, il découvre les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques ont été découverts dans la foulée des vaisseaux chylifères par Bartholin. Et il dit, il y a 2 systèmes qui fonctionnent ensemble, le système des lymphatiques et le système des lactifères. Et là, quand il a vu ça, il a écrit les funérailles du foie. Ce petit poème latin que vous voyez sur la droite, je ne vais pas vous lire ni vous traduire, qui dit, le foie est enterré. Passe ton chemin, voyageur, ça c'est le tombeau du foie. Le foie ne sert qu'à fabriquer la bile. Pour le reste, il est mort. Donc il a gravé les affirmations de Péquet. Arrive Rioland, Jean Rioland, dit le jeune, puisqu'il était fils d'un autre Jean Rioland, qui était un anatomiste célèbre de Toulouse. Alors ce Jean Rioland, très puissant, professeur d'anatomie, botanique et pharmacie au Collège de France en 1614, donc très jeune, il était né en 1580, il avait 34 ans.
Et il aimait à se dire, et on le reconnaissait comme le prince des anatomistes, par toute l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle l'Anthropographie, qui a appris l'anatomie à l'Europe entière. En latin, bien sûr, mais c'est un très beau livre, très érudit, très bien écrit, plein de fautes, évidemment, quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais ça a eu un impact majeur sur la médecine du XVIIe siècle. Donc, je vous ai mis la devise là, il ne faut pas l'appeler Riolan, mais la bibliothèque, parce qu'il détient tout l'art qui s'enseigne. Vous le connaissez, comme moi je le connaissais avant, par l'arcade de Riolan. Je vous ai mis une représentation sur la droite. Mais là, maintenant que j'ai beaucoup fréquenté ces ouvrages, je suis incapable de dire où il a décrit ça. Elle n'est pas dans les bouquins de Riolan. S'il l'avait vraiment découverte, je pense qu'il n'aurait pas oublié de dire que c'était lui qui l'avait trouvé. Donc je ne sais pas d'où ça sort, peut-être que quelqu'un dans la salle pourra m'aider, mais c'est pas de lui, ni de son père, bien entendu. Alors lui a écrit 2 livres, 2 réponses à Péquet. La première en 1652 et la deuxième en 1655, après la 2e édition du bouquin de Péquet. Et il s'est attaqué non seulement à Péquet, mais à ses suppôts, à ceux qu'il soutenait, qu'il appelait les Péquétiens. Et de ces Péquétiens, il y en avait 2 qui étaient docteurs en médecine de Paris, donc des collègues de Riolan, qui étaient Pierre de Mersenne, qui n'a rien à voir avec le Mersenne de tout à l'heure, et Mantel, Jacques Mantel. Et il est maudit. Donc, dans la 2e réponse, il y a les réponses aux Péquétiens. Et c'est là qu'on est dans le style du pamphlet épouvantable, avec des volées d'injures, des invectives latines, lyriques. On les traite de tous les noms. Et lui était un partisan de la sanguification hépatique exclusive, galéniste fidèle. Alors, il ne niait pas les voies du Chyle. Vous ne pouvez pas les nier. Il s'était donné la peine de les lui montrer. Le chirurgien qui travaillait avec Péquet était venu voir Riolan et lui avait montré sur un chien les voies du Chyle. Il avait lu Bartholin. Donc, les voies du Chyle existaient, mais ne servaient pas à fabriquer le sang. Il donnait d'autres explications. Avait-il vraiment tort? Est-ce que ce Chyle sert à fabriquer le sang quand il passe dans... Non. Sauf à penser que les lipides qu'il transporte vont aller, aujourd'hui, avec notre science de maintenant, vont aller dans la moelle osseuse pour être directement pris sans passer par le foie, puisqu'il y a dedans là, des triglycérides importants pour la fabrication des membranes et du cholestérol. Mais c'est aller bien loin. C'est évident que le cœur ne fabrique pas le sang. Alors, les capitaines de la tempête du Chyle, je vous les ai tous remis là. Bon, Péquet. Alors, ils ont tous des pseudonymes, hein, parce qu'ils écrivaient sous le manteau. Ils n'étaient pas toujours francs du collier. Péquet a pris le pseudonyme de Guillaume de Hainaut. Thomas Bartholin a toujours signé de son nom. Pierre de Mersenne a signé Hyginus Thalassius. Jacques Mantel n'a rien écrit. Mais c'était un des grands penseurs de l'affaire. Samuel Sorbière prenait le nom de Sébastianus Alectophilus, et puis Riolan, Lenoble et Hervé signaient de leur nom. Charles Lenoble, c'est lui l'illustre inconnu dont on devrait plus parler. C'est un médecin de Rouen qui, je pense, a eu le dernier mot qu'on pouvait avoir au XVIIe siècle sur la querelle. Il a reproduit les expériences de Péquet, mais rejeté sa théorie. Il a disséqué le cadavre d'un pendu avec l'autorisation des magistrats de Rouen et confirmé tout ce que Bartholin avait vu. Et il a défendu la sanguinification hépatique et interprété les 2 chyles. Il a dit il y a du chyle qui passe dans le sang veineux mésentérique et il y a du chyle qui passe
dans le canal thoracique. Mais le schiste important, c'est celui des veines mésaraïques. On ne peut pas aller plus loin dans la qualité du raisonnement à cette époque-là. Et Riolan a fait la promotion des écrits de ce monsieur Lenoble, qui ont paru en 1955, et derrière ça, il n'y a plus rien eu. Alors moi, je croyais naïvement que Lenoble avait résolu la question et qu'il n'y avait plus de raison d'en parler, et ce n'est pas tout à fait cette chanson-là, vous allez voir. Jacques Mantel, en passant, Jacques Mantel est l'homme qui, en 1629, à Paris, sur un chien à la faculté, a démontré le réservoir du Chili. Et il n'a pas arrêté de le montrer aux étudiants quand il leur faisait ses cours. Et un jour, ça avait Péquet dans la salle. Et c'est là que Péquet a compris qu'il se passait peut-être quelque chose d'important. Donc, le vrai père du réservoir du Chili, c'est Jacques Mantel. Illustre inconnu, absolument inconnu, aujourd'hui. Et ce Mantel n'a rien écrit. Il a fait écrire à d'autres, et notamment dans un livre qui s'appelle le Clipéus, c'est-à-dire le bouclier. Un dénommé Guillaume de Hainaut, qui n'existe pas et qui n'est autre que Jean Péquet, a rendu hommage vibrant à Mantel pour sa découverte. Et au passage, il a défoncé tant qu'il a pu Lenoble, l'autre Rouennais, qui le mettait à mal en disant « Monsieur Péquet, vous vous trompez complètement dans votre interprétation ». William Harvey, parmi les derniers dont je vais vous parler, lui, évidemment, il n'y a plus besoin de le présenter, célébrissime. 3 lettres sur le Chili, il a écrit, où il a dit « Les lactifères ne contiennent pas du chyle, mais du lait. Les grands hommes ont tous leur face cachée. La sanguification est exclusivement hépatique, dans quoi il rejoignait son ennemi Riolan, et surtout, refus de combattre. Bon, ça m'intéresse moyennement, je ne vais pas me casser la tête. Il était vieux, hein, c'était 2 ans avant sa mort que tout ça se passait, enfin 2-3 ans avant sa mort. Donc il disait, j'ai des élèves, ils n'ont qu'à s'en occuper, moi ça ne m'intéresse pas. Mais bon, il s'est quand même largement trompé en sous-estimant l'intérêt physiologique du chili. Alors ce petit tableau, juste pour rigoler, destination du chyle et lieu de la sanguification, pour vous montrer comment tournent les girouettes. Péquet a été très fidèle, 51, 54, 55, toujours le cœur. Mantel, pareil, en 51 et 54. Riolan, il n'a pas bougé. Toujours le foie, en 52, en 55. Bartholin, lui, c'est la vraie girouette. En 51, il écrit que le sang est fait dans le foie. En 52, il dit le foie et le cœur. Et en 53, il enterre le foie et c'est le cœur seul. Mais c'est quand même un esprit brillant, hein, Bartholin. Il n'y a que les crétins qui ne changent pas d'idée. Lui, il n'est donc pas crétin. Mersenne, lui, il a commencé par le foie seul, et puis il a dit foie et cœur. Ce qui est brillant quand même. Harvey, toujours le foie, et Lenoble, dont je vous ai parlé, le foie et le cœur, et qui a été, je pense, le plus intelligent de la querelle. Alors là où ça devient quand même un peu inquiétant, et je vais conclure, c'est que la théorie des Péquetiens a prévalu pendant 3 siècles. Je n'en suis pas revenu quand je me suis rendu compte de ça. J'ai pris un livre, une très bonne ressource, qui est le dictionnaire de Pankouk, paru en 1817, donc longtemps après la bagarre. Et dedans, l'article sur l'hématose, dans le sens ancien du mot, c'est-à-dire la fabrication du sang, a été écrit par un certain Nicolas Philibert Adelot, immense physiologiste, paraît-il, du début du XVIIIe siècle. Moi, je croyais que j'allais tomber sur Bichat, ben non, c'est Adelot. J'ai cherché dans Bichat, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Ça ne le passionnait pas. Et que dit ce monsieur Adelot dans un article qui fait quand même 33 pages,
Donc, c'est pas un petit dictionnaire, c'est 33 pages de synthèse très sérieuse sur ce qu'on écrivait au 18e et 19e siècle sur le chiffre. Et l'hématose. Le poumon élabore le sang artériel à partir du chyle, de la lymphe et du sang veineux qui se mélangent dans les subclaviens. 1817. On peut vraiment dire que Péquet et les Péquetiens ont bloqué la médecine dans une impasse très longue, puisque je termine avec Claude Bernard, qui a enfin résolu l'énigme en disant, en 1855, je vous le rappelle, les matières grasses se déversent directement dans le système veineux général et arrivent au cœur sans avoir traversé d'autres systèmes capillaires. Il n'en est pas de même des autres substances absorbées dans le canal intestinal qui, après avoir été prises par les rameaux de la veine porte, doivent nécessairement traverser le foie. Les matières albuminoïdes et sucrées sont surtout absorbées par les rameaux de la veine porte, tandis que les matières grasses se comportent comme nous venons de le dire. Ensuite sont apparus les chylomicrons, kilomicrons, je ne sais pas comment il faut dire. Ce sont deux Américains, Gage et Fish, qui les ont caractérisés en 1924. Ce sont les précurseurs des lipoprotéines, et Dieu sait si les lipoprotéines ont connu un immense succès en médecine. Et ils assurent la plus grande partie de la lactogenèse, la fabrication directe du lait, l'hématopoïèse médulaire. Maintenant, la grande question terminale, c'est: a-t-on tout compris du court-circuit chyleux et lymphatique de Péquet et Bartholin? Je pense que non, je pense qu'il y a des découvertes à faire, mais peu de médecins s'y intéressent, et c'est d'un abord extrêmement difficile chez l'homme. J'avais rêvé à un moment de pouvoir prélever ce qui sort du canal thoracique dans le sang veineux subclavier, mais c'est pas possible. C'est très très agressif d'aller ponctionner à cet endroit-là. Donc, ce qu'apportent le chyle et la lymphe dans le sang, on le sait en grande partie, mais il nous manque sûrement encore des pièces du puzzle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.